Madame la ministre, bonjour. Comment allez-vous dans votre veste léopard? Monsieur le Premier ministre, bonjour. J'ai mis l'écharpe pour tous les petits observateurs qui réclament à corps et à cri, mais où a-t-il mis son écharpe? Elle est en plein juillet. Début juillet, le temps comme d'hab. Hein. Ouais. Vous êtes beau, là, j'en ai de la chance. C'est notre dernier café garage de l'été. Hein. Oui. Après, ça reprend mi-septembre, hein, c'est ça. Il y aura, regardez Frébourg qui vont là. Moi, je suis toujours. Faut y aller. Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez vu ces images extraordinaires? C'est pas un sujet bagnole, mais ça m'a tellement mis en joie. Vous savez que Saint-Nazaire a fêté les 100 ans de l'arrivée des Américains pour la Première Guerre mondiale. En fait, quand ils sont arrivés pour nous aider, ils sont arrivés à Saint-Nazaire. Et ils ont organisé un énorme événement, une petite course. Je vous montre les images là en même temps. Je vais les passer. Voilà, The Bridge, qui est extraordinaire. Il y avait le Queen Mary, qui est un bateau anglais, mais qui a été fabriqué dans les chantiers de Saint-Nazaire. Il y avait, je veux que vous regardiez, Madame la Ministre, c'est surtout vous de vous tenir la caméra, mais Ah oui, parce que c'est toi qui parle. Mais non, mais c'était absolument génial. Il y avait aussi 5 trimarans de la classe ultime. Vous savez, c'est des bateaux de course absolument incroyables, fabriqués dans les chantiers bretons. Et un A380, pourquoi? Peut-être que ça tu le sais, le nez de la 380 est fabriqué aussi en Bretagne. Moyennant quoi, ces images où il y avait 300 000 personnes qui sont venues voir ça, c'est vraiment la France extraordinaire, quoi. Moi, j'avais l'impression de voir le paquebot France, la Caravelle. Je me suis dit, mais il se passe quelque chose en France. Il y a une... était réuni. Oui, le Concorde, oui, c'est ça. Et les images, elles sont spectaculaires, elles sont d'ores et déjà historiques. Ouais. Hein, tu vois, et effectivement, ça a réveillé une France, je n'oserais pas dire, mais quasiment en route. Ouais. Hein, non, mais c'est tellement positif, c'est tellement merveilleux. Et puis attends, quels sont les pays qui peuvent faire comme ça un avion, un bateau, des trimarans de course? On les fait nulle part ailleurs, quoi. Il y a Massif là qui a gagné avec François Gabard, là, tu sais, qui a gagné la course, qui est formidable. Ah mais c'est formidable. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais vive l'industrie, tu vois. Et vous, Madame la Ministre, vous dites rien, vous souriez de bonheur. Non, je souris parce que je vois votre façon. Non, mais c'est bien de sortir. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que l'un de vous est capable de me dire, le dernier café garage c'était il y a un mois, hein, on est Tiano, combien de SUV ont été présentés depuis un mois à la presse mondiale, donc au public, dans quelques mois? J'en ai été effrayé. Dites-moi un chiffre. 3, 4. Ah ouais, non mais tu... Ah bah attends, mais c'est bien là, travailler. C'est plus. J'en ai 4 ou 5. Moi je dirais une petite dizaine. 7. Vous voulez que je vous les dise tous, les 7? Le X3. Ouais. Le Kona Hyundai, le Kia Stonic, le Skoda Karoq, le Seat Arona, le Renault Koleos, bon ça c'était pas vraiment une nouveauté, et le C3 Aircross. Alors, moi franchement, je sais pas comment ça vous fait réagir, mais je suis effrayé parce que j'ai l'impression, à part la Citroën, et je vais passer la parole à Monsieur Fréau, parce que lui était à la présentation, je n'y étais pas, et vous nous direz un mot, que c'est tous des clones, j'ai l'impression qu'il y a des photocopies. Non mais je pense que le marché est en train de se saborder. On ne se rend pas compte, mais que toutes ces voitures étant tellement similaires qu'il va y avoir une overdose. Faudrait faire venir Michael Walid, mais pour moi c'est too much. Voilà mon propos. C'est pas tant de dire mais t'as raison. Mais en même temps, c'est le rythme des nouveautés aujourd'hui qui est plus du tout le même. Le cycle de vie des produits est beaucoup plus court qu'auparavant. Donc en fait, t'as beaucoup plus de sorties de modèles qu'auparavant. Avant, on lançait, je sais pas, une voiture par an. Maintenant, dans les chez constructeurs. Ben voilà, non mais du coup ça se renouvelle beaucoup plus. Et autant avant, tu avais plus de temps et peut-être que tu voyais plein de berlines, mais il y avait plus de temps entre chaque lancement de berline. Ben là, c'est plein de SUV. Mais après, je comprends ton point de vue. Bon, Fréour, toi tu continues à être courageux, à aller aux présentations, je ne vais plus parce que c'est trop. Prendre des avions. Non mais franchement, passer 24 heures dans un avion pour voir 2 heures une voiture que tu tripotes les plastiques. Mais toi, tu es allé voir le... Non mais c'est vrai, enfin, franchement, il faut qu'ils arrêtent les mecs. Hein. Moi, Tiens, maintenant en plus, enfin bon, c'est... toi, tu as vu... Non mais, je veux dire... Non mais toi aussi, tu restes coincé des heures à Roissy, ça fait bon. Mais toi, tu as vu... Alors, on va quand même dire du bien de marque française. Là, c'est C3 Aircross. Je fais court sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui adorent son côté jouet et ceux qui détestent son côté jouet. Mais moi, au moins, je trouve que la stratégie de Citroën commence à être limpide. Ça se différencie. Qu'est-ce que c'est joyeux, quoi. Je parlerai juste des aérateurs, je vous montrerai les photos. Toi, tu l'as vu en vrai et tu as beaucoup tweeté que t'aimais. Alors, vas-y. Surtout que c'était pas gagné. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être le moins citroëniste clairement de vous trois. On avait cru comprendre.
Audiman, tu reviendras nous sauver. Audiman, un jour la terre. Non, mais faut pas. Audiman, viens nous sauver. Ne dévoilons pas des péripéties. Les mauvais plastiques. Des péripéties futures. Ouais. Alors, où est-ce qu'on en était? Ouais, écoute, le char magique. C'est-à-dire que justement, il est tellement différent, il est tellement joyeux, et pas puéril. C'est-à-dire que justement, il est rigolo et sympathique, et il y a quelque chose de tellement frais, ça marche. Et quand tu le vois, t'as envie vraiment d'aller vers lui, tu ouvres ses portières, et surtout, il y a une cohérence entre sa joie extérieure et sa bonhomie intérieure. Voilà, il copie personne, ça c'est très Citroën. Et cette originalité, quand elle est bien dessinée, quand elle est bien réalisée, parce qu'il faut aussi dire que les plastiques sont pas non plus faramineux, tu vois, c'est pas... Mais c'est bien agencé. Tu peux faire la fiche technique, c'est un petit SUV c'est un petit SUV, moins de 4,20 m, c'est un des plus petits justement dans sa classe. Ah oui, moins de 4 mètres. Ouais, 4,17 m et des poussières, donc ça veut dire qu'il se garera facilement. En même temps, il est grand à l'intérieur, donc il peut plaire au plus grand nombre. En même temps, il aura des prix suffisamment... Et en même temps il aura des prix suffisamment agressifs. Moi, je me suis dit, ouais, ils sont sur la bonne voie, la voie de la différence. Ce que tu laissais penser en introduction et tout ça, dire ils se ressemblent tous. Et franchement, on s'inquiétait pour Citroën, on s'inquiétait pour son avenir, avec justement toutes les péripéties qu'ils ont connues de renouvellement de modèles qui n'arrivaient plus. Et bien là, bravo Duvernier. Alors c'est vrai, sur les finitions, tout ça, ils sont peut-être pas très forts, mais c'est tellement bien dessiné, on vous embrasse. Qu'est-ce que tu et 19 sur 20. Qui disent c'est un jouet, ça fait toc, c'est trop ils fun, ont tort. ça fait trop play school. Non, mais on peut l'entendre, tu dis ils ont tort. Ouais. Oui, ils ont tort parce que le côté play school, il aurait pu exister si tout cela n'était pas, si ça avait été artificiel. Or c'est pas artificiel, ça correspond exactement à ce qu'est Citroën. Donc on ne peut pas l'enlever. Si Hyundai ou Kia s'amusaient à faire une sorte de truc un peu jovial, machin... Mais ils essayent, hein, le Kona et le ils essaient. Je trouve ça pas mal sur les photos, au moins ils essayent. Ils essaient. Et alors, deuxième copie, c'est la copie allemande. Et là, on en arrive à la Polo. Et on en arrive d'une certaine manière aussi au SUV Seat et tout ça. Mais précise, donc il y a eu la présentation statique de la nouvelle Polo, de la nouvelle génération. Voilà, exactement. Oui, tout à coup on a un doute. Heureusement que tu. Golf 7. Pardon, ouais. Je bosse. Je l'ai eu, il était ivre. Il m'a dit c'est génial, les plastiques, les écrans. Et alors, toujours au téléphone, c'était un orgasme plastifère. Mais tu as raison. Tu as raison. Il a enregistré mon message. Là, je te jure, on était tous subjugués. Jamais une petite voiture n'a été aussi bien construite et bien finie. Et pour l'anecdote, en fait, en plein Dieselgate, les ingénieurs Volkswagen et la direction de Volkswagen ont fait revenir de leur filiale le plus d'informations possible en leur disant, écoutez, qu'est-ce qu'on doit fabriquer aujourd'hui ? Et tous se sont dit, bon, il faut qu'on soit formidablement Volkswagen. Et qu'est-ce que c'est que Volkswagen ? C'est une voiture formidablement construite. On ne nous attend pas sur l'exubérance. Ce qui fait que l'équipe Volkswagen gagne, c'est à chaque fois, justement, d'évoluer par petites touches, mais surtout d'être toujours le premier de la classe en matière de présentation et de finition. Alors allons-y, mettons le paquet là-dessus. Et ils ont dépensé, mais c'est inouï le fric. Et je te jure que quand tu montes dedans, moi je ne pensais pas qu'on pouvait aller encore plus loin. Et on était sans voix. Et là, ça va jusqu'à l'intégration de ce fameux écran tactile qui évoque Tesla. Mais moi je te dis, mais il y a un avant et après cette voiture, même si elle ressemble à la précédente. Ça c'est le contrat de base. Mais elle est allée tellement loin. Tu t'assois, tu te dis, mais... Putain, mais j'ai peur pour la concurrence, parce que comment faire ? Parce qu'en fait, c'est du coup, quel va être le prix de la voiture ? Est-ce qu'elle va être plus chère ? Et s'ils maintiennent leur prix, ça veut dire qu'ils sacrifient leur marge. Et du coup, pour les autres constructeurs, en fait, c'est difficile, quoi. Parce que Volkswagen, ils attaquent fort, en fait, en Europe là-dessus, en termes de prix. Parce que tu vois, s'ils sont à des prix qui sont, ils augmentent pas trop, mais qui a la qualité, etc., les gens vont y aller. Mais du coup, à côté, avec ta C3, ta 208, en fait, mais eux sacrifient leur marge. Donc ça, c'est vachement une bataille
Attendez, ça peut faire peur, mais bon, moi, quelle sera. pour alimenter... Effectivement, je l'ai vue et j'ai trouvé qu'elle était très sympa. Enfin, Comment chez Citroën, ils réagissent quand ils entendent que leurs plastiques sont pas à la hauteur des plastiques allemands, de la Polo et tout? Est-ce que tout le monde se dit, bah ouais, c'est comme d'hab, ou on s'arrache les cheveux en disant, encore, c'est reparti pour une fois? Tu comprends ma question? Ouais. Parce que c'est la même histoire, c'est l'éternel recommencement, c'est un jour sans fin. Je sais, c'est difficile de répondre parce que j'ai pas vu les dernières productions Citroën. La C3, je l'avais vue rapidement, mais parce qu'en fait, ils ont quand même essayé de descendre vachement les coûts en fait. Donc du coup, ils en sont en termes de... Ils travaillent très bien l'aspect qualitatif. Après, effectivement, ils ont peut-être pas de plastique moussé et tout, parce que ça a un coût, ça coûte super cher. Et du coup, peut-être qu'ils ont un petit peu sacrifié là-dessus. Donc comme je les ai pas vus, je peux pas dire. Mais auparavant... Tu ne vas pas tes week-ends dans les concessions Citroën la C3, je peux pas encore la tellement voir. déçu. Pendant qu'on sera sur le Queen Mary avec... Autant avant, je peux te répondre sur les précédentes C, par exemple la dernière C4, je veux dire, elle a rien à se reprocher par rapport à la concurrence. Elle est très très bien finie. Mais maintenant qu'ils cherchent à tirer quand même vachement les coûts de revient des voitures, est-ce qu'ils ont baissé un petit peu sur des qualités de matériaux, etc. C'est possible. Donc là, il faut vraiment voir les prix des voitures, parce qu'en fait, tant qu'on les a pas, c'est dit... Non, mais globalement, les prix vont être très accessibles. Ça sera entre 15 et 20, tu sais, c'est toujours la même histoire. Enfin, 15 et 25. Oui, non, mais globalement, les prix vont rester très stables, voire augmenter d'1 ou 2%, mais ça, c'est le jeu depuis la nuit des temps. Est-ce qu'on peut passer à un troisième sujet très important? Alors on change. Alors on peut passer, Madame la Ministre, ouais. Je reviens. Attends. Je reviens d'Oslo. Oslo, c'est la capitale de la Norvège, et c'est aussi l'une des villes au monde, si ce n'est la seule, où il y a un nombre de voitures électriques. Vous regarderez les images, parce que POA est extraordinairement fort. Il y a des images en ce moment où j'ai été absolument bluffé, voire sidéré, du nombre de voitures électriques circulant dans cette ville. Ben oui, ils ont vachement d'incitation. Voilà. En fait, Et alors, j'ai plusieurs questions. Plusieurs questions. Il y a... parce qu'on a fait la connaissance, en fait, à Oslo, de quelqu'un qui était français, qui vit là-bas depuis très longtemps, et qui est devenu le spécialiste, en fait, de la mobilité électrique là-bas. Et lui nous a divulgué, en fait, 4 prédispositions majeures qui étaient ancrées en Norvège, et qui a permis justement l'éclosion et l'émergence. L'éclosion d'un marché électrique. Absolument extraordinaire. Et alors, quelles sont ces 4 prédispositions que certaines villes en France ont? Voilà. Un réseau de recharge, une ligne spécifique aux voitures électriques, un avantage fiscal et une femme nue dedans. Alors, c'est vrai, mais ça, ce sont les conséquences, en fait. C'est des propos sexistes épouvantables. Non, mais tu vas voir. La première prédisposition qu'il nous a dit, c'est un pays de bagnolards. Ah oui? C'est étrange, mais pourtant c'est le cas. Et lui nous a dit, écoutez, voilà, la Norvège, c'est d'abord une ville, Oslo, c'est d'abord une ville de 600 000 habitants, plutôt à taille humaine, mais ce sont des gens qui étaient sensibles à l'automobile. Et ils ont été sensibles à l'électrique parce qu'ils avaient une âme écologique et que la voiture était importante pour eux. Autrement dit, derrière, c'était de dire, si on n'est pas sensible à l'automobile, on va être difficilement sensible à la voiture électrique. C'est important. En gros, tu dis qu'il faut d'abord une base. Une bonne base. Tu vois, on se dirait, tiens, il faut être... Ok, alors voilà. Numéro 2. Numéro 2, c'est évidemment une âme aussi sensible à l'environnement. Pas être des écolos forcenés. Et se dire, je veux tenir compte et préserver mon environnement. Le troisième élément important, c'est un marché énergétique vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'électricité qu'ils produisent chez eux, elle ne leur coûte rien, c'est de l'hydroélectricité. Et ils sont tellement producteurs d'hydroélectricité, donc en plus c'est même pas ça coûte rien, ça pollue pas. Ils en produisent tellement qu'ils en exportent ailleurs. Donc ils disent ça, on est peinards. Tu vois, on n'est pas, vous êtes des pollueurs parce qu'il y a vos industries à charbon. Et puis d'autre part, il faut quand même, puisqu'elle coûte cher, il faut une classe moyenne plutôt aisée. Et eux, grâce au gaz et tout ça, ça a permis de faire émerger une classe moyenne importante. Et puis tu as raison, on en revient là, il fallait une volonté gouvernementale. Et le gouvernement y est allé en favorisant et en incitant évidemment l'achat massif de voitures, notamment, on le disait, en permettant l'accès aux voies de bus, les péages entièrement gratuits,
On peut préciser que tout ça maintenant, que maintenant tout ça, les voies réservées aux voitures électriques, elles débordent quoi. Il y a tellement de voitures électriques, ils sont prisonniers du système maintenant. Il y a eu tellement d'avantages que. C'est vrai. La deuxième chose. Ils font des déplacements extra-urbains importants ou pas? Ils font comment? Alors. Non mais c'est important. Non mais c'est une bonne question. Dire que la Norvège n'est pas la France. Donc on ne fait pas 500 km et tout ça. Tout se concentre à Oslo. Oslo c'est le sud de la Norvège. Ensuite c'est dans le nord, très au nord. Donc au fond, beaucoup de Norvégiens vivent autour des grandes villes et se servent de leur voiture électrique le plus souvent comme d'une deuxième voiture. Donc vivent en périphérie ou en centre-ville et effectivement font des trajets suffisamment courts. Et là où je veux en venir, deuxième voiture qui s'impose donc à Oslo, la voiture électrique. Il y a désormais les premières études qui reviennent sur qui ont été les premiers acheteurs de voitures électriques en France. Toutes marques confondues. Alors je vous pose la question, est-ce qu'ils sont citadins ou plutôt ruraux? Plutôt ruraux. Plutôt ruraux à 80%. En quoi roulait-il avant? En diesel. À 85-90%, ils roulaient en diesel. Et aujourd'hui, quel usage en font-ils? Déplacements connus, réguliers. Exactement. Avec la mienne en fait. Non mais c'est l'inverse, c'est pas fait pour l'urbain l'électrique en fait. C'est quand tu as un parcours connu en province. Exactement. Et la plupart s'en servent pour aller au boulot. C'est-à-dire qu'ils vivent en fait à 20, 30, 40 km d'une grande métropole. Ils ont généralement une maison dans laquelle ils ont fait placer une borne de recharge et ils y vont. Et pour rien au monde, d'après les études, il ne reviendra en arrière. Et ça s'est imposé comme la seconde voiture idéale. Voilà. Oslo, retenez bien ce truc-là, on dit souvent ça, on l'a entendu. 2025, 100% des voitures qui seront immatriculées, neuves, en Norvège, seront forcément zéro émission. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez vu à ce propos, pour ajouter une info quand même, dans ce boucan pas possible, là c'est la vraie vie, on a des enfants, on a tout, que Volvo a annoncé justement qu'à partir de 2019, en fait c'est 2025, mais à partir de 2019, ils ne produiront plus que des voitures électriques et hybrides. Oui, alors en fait c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que tu pourras continuer à commander, mais ils ne vont plus investir dans des moteurs diesel, déjà c'est fini. Là ils viennent d'en sortir des très récents, donc ils vont exploiter pendant 10 ans. Pareil sur les moteurs thermiques, mais à partir de 2019, ils n'investissent plus que dans l'électrique. Donc tu pourras continuer à acheter leurs moteurs diesel ou essence pure jusqu'en 2025, mais à partir de 2019, en fait, ils ne seront plus, eux, dans leur production à venir, etc., que dans l'électrique ou l'hybride. Voilà, ça rejoint... Oui, une autre info par rapport à Volvo et le groupe Geely de manière générale. En fait, ils détachent la division Polestar, qui était la division sportive de Volvo, qui faisait comme AMG pour Mercedes. Ils la détachent et ils créent une marque à part entière qui va être consacrée aux voitures électriques uniquement. Et sous-entendu... La marque sportive devient électrique en fait, c'est ça qui est drôle. Devient vraiment... Et ils continueront à faire de la customisation de certains modèles Volvo, mais en tant que marque à part entière, ils vont produire même des voitures directement et des voitures électriques. Et en fait, c'est le directeur du design Volvo qui devient président de cette division. Et c'est quand même lui qui avait amené tout le renouveau de Volvo. Donc c'est quand même prometteur pour cette marque-là. Et en même temps, c'est Geely qui est derrière. Et en fait, Geely, donc c'est le groupe chinois qui possède Volvo là depuis 2010. Et en fait, ils sont en train d'étendre petit à petit leur marque parce qu'ils ont Volvo, ils ont racheté aussi Lotus et Proton récemment. Ça, c'est Geely qui a racheté Lotus et Proton. Ils ont maintenant Polestar, ils font Lynk & Go aussi. Il faut aussi... Donc en fait ils ont plein de divisions automobiles et il y avait un article intéressant, parce qu'en fait on n'en parlait pas tellement de Polestar là dans les médias français parce que c'est quand même un constructeur chinois qui est derrière tout ça. Il y a d'énormes subventions en fait pour tout ce qui est constructeur électrique, donc c'est hyper intéressant pour eux de développer un peu tout ça. Je pense qu'il y a de l'argent qui se joue pas mal derrière et en fait il y a un analyste financier qui disait mais en fait ça montre encore une fois en développant Polestar que Geely à terme a vraiment l'ambition de devenir le Volkswagen chinois, tu vois, avec toutes ces marques différenciées, toutes ces marques positionnées différemment.
Voilà, donc à suivre. Tiens, Attends, juste pour le mot de la fin, vous avez vu, il y a une petite info, je voulais commencer par ça, mais qui est plus anecdotique. Mais vous avez vu que Volvo, justement, qui se veut aussi très en avance sur l'autonome, ils ont eu des problèmes en Australie parce que leur système ne détecte pas les kangourous qui sont trop mobiles et il y a eu des accidents avec les kangourous. Non mais peu importe. Ils sont allés là-bas pour tester le système justement avec des animaux qui... Parce qu'en fait, leur système détecte les animaux courants, quoi, notamment les rennes, voilà, sur place en Suède, voilà. Mais c'est vrai que ils sont allés en Australie et c'est vrai qu'avec des kangourous qui font des bonds, en fait, les radars, ne détectent pas. On a l'impression que l'objet est loin l'animal est loin quand il est en bond, en saut, quoi. Et voilà, donc ça pose problème. Mais c'est plus une anecdote. Même en Australie, t'en croises pas tous les jours. Non, par contre, il y a un autre truc qui est intéressant. Autre info qui est intéressante, parce que tout à l'heure, on parlait des constructeurs qui sortent des SUV et tout. Et qui a en fait, là, ils viennent d'être classés premiers dans le classement de J.D. Power sur la qualité des véhicules à neuf. Donc c'est tous les problèmes qualité qui arrivent 90 jours après avoir acheté une voiture. Et ils arrivent en tête du classement, ils sont devant Porsche, donc hyper bien classés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le J.D. Power, donc l'organisme qui fait cette étude, alerte sur le nombre croissant d'incidents électroniques sur les premiers mois déjà. Il y en a énormément. Toutes marques confondues. Voilà, ça a énormément augmenté. Tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. Non mais attends, tout ce bazar, mais Oui, mais du coup c'est intéressant parce que c'est les freinages d'urgence, c'est les régulateurs adaptatifs qui posent des problèmes, toutes ces aides à la conduite qui préfigurent la voiture autonome. Vous-même vous testez régulièrement et vous voyez que des fois, voilà. Et donc en fait, la voiture autonome, on n'y est pas encore. Voilà. Non mais un dernier mot, non, c'était bien, Florian. Ça vous va, mais c'est super comme info, j'en veux d'autres. Moi je parle de kangourou, toi tu parles de qualité, moi je parle du Queen Mary, vous parlez de plastique moussé, je me sens un peu perdu en fait. En baignant dans la voiture électrique. Allez, c'est parti, on refait 8 minutes. Non mais tu sais, il y a un truc que tu vas aimer, parce que ça va être le meilleur des deux mondes. Tu sais, le minibus Volkswagen, il va justement sortir sous une marque, un label qui va s'appeler ID. Voilà, donc il y a une nouvelle plateforme Volkswagen et ID va arriver très très vite là dans les 1 ou 2 ans. La promesse, c'est 400 km d'autonomie minimum et ils veulent après 2020 atteindre 900, presque 1000 km pour leur nouveauté. Donc on disait on y arrivera. Et eux, les Allemands ont dit ça y est, moi Elon Musk, boum, on va balancer du 1000 km et on va y aller. Donc ils vont faire 400 à 600 dans une première vague, deuxième vague, boum, on y va très très fort. Et surtout un prix, et ça j'espère, heureusement que vous êtes assis, leur nouveauté, leur gamme ID ne devra pas dépasser les tarifs de modèles classiques thermiques équivalents. Ça c'est bien. Donc tu vois, voilà, nous c'est l'engagement pour que justement... Super important, c'est déterminant parce qu'on parlait des Norvégiens tout à l'heure. Enfin, c'est vrai qu'ils ont des niveaux de revenus qui permettent de franchir le pas parce que les gens ils s'intéressent tous à l'environnement. Le problème c'est que le coût quand il s'agit de passer sur... Tu disais pourquoi en France on ne le fait pas. D'abord ils financent, mais l'infrastructure du pays est quand même beaucoup plus petite pour implémenter tout ça, si tu veux les mots quand même. Non mais on n'est pas débile. Aussi, la production d'énergie électrique, nous elle est essentiellement nucléaire quand même. Donc on a... Et puis avec leur fonds souverain qui vient du pétrole, ils ont les moyens de financer ça. Non mais tant mieux, moi je trouve ça super. Non mais ce que je veux dire c'est que je ne peux pas laisser entendre que parce qu'ils sont très forts, nous on est nuls, on a d'autres problématiques, voilà. On peut s'en inspirer, ça veut dire que sur des métropoles... Vive la 380. Oui, vive la 380. Non mais ce qui veut dire c'est que des villes, encore une fois des métropoles régionales comme Bordeaux, Nantes, Strasbourg et tout ça, qui sont... Elles pourraient y arriver. Vraiment, je pense qu'ils ont tous un plan dans les cartons, hein. On y va doucement, je veux dire. Et il faut pas qu'on hésite, tu vois. Et le fait, nous on est convaincus depuis de nombreuses années, mais le véhicule électrique, surtout toi, seconde voiture idéale, mais bien sûr que c'est seconde voiture idéale. Il y a le coût. Il y a le coût, mais aujourd'hui tu peux t'acheter d'occasion. Non mais Cédric, puisque là on a parlé vachement, on a dit toute la politique, ok, voilà, très bien. Mais regarde, ne serait-ce comment les journalistes français traitent les essais de voitures électriques à chaque fois, c'est pathétique. Ils n'ont pas commencé de dire oui, il n'y a pas assez d'autonomie, il n'y a pas assez de ceci. C'est toujours nul, les mecs sont toujours sous l'angle de l'essai, de la sportivité, machin. Il n'y en a pas un. C'est toujours, les bagnoles sont massacrées avant d'avoir commencé. Maintenant on tolère la Zoé parce qu'elle commence à se vendre, mais globalement,
tu veux, il y a aussi un conservatisme dans notre pays qui est juste, si tu veux, mais effrayant, quoi. Il faut y aller, mais avec des forceps pour sortir les trucs, quoi. Et puis après, tout d'un coup, ça bascule, voilà. Bon, voilà, nous sommes à plus de 40 minutes, on va arriver au mot de la fin. Si vous voulez un café d'une heure, en plus dans ce boucan, dans ce brouhaha, hein? Qu'est-ce que... Saison 2018, on aura un nouveau café garage. Oui. Hein? Oui, ce sera un environnement différent. Il y aura un nouveau site aussi à la rentrée, il va changer, beaucoup de choses vont changer. Il va y avoir, pour le jour de mon anniversaire, il va y avoir un épisode incroyable réalisé avec la Grochaine, mais on vous en dira plus. Oui, on en dira voilà, une nouvelle web-série POA avec la Grochaine. Voilà. Un blockbuster, mais voilà, pour ceux qui vont jusqu'au bout. Il y aura plusieurs épisodes si ça marche. Florian aura plein de nouvelles robes. Chic. Et des chaussures. Il faut aller sur le Queen Mary pour aller chercher à New York. Sur la boutique PO, on va se mettre à vendre des chaussures. Ça y est, on va réfléchir un petit peu. On va souhaiter quand même des bonnes vacances à tout le monde. Des bonnes vacances à tous ceux qu'on croise de plus en plus nombreux aussi dans la rue qui nous arrêtent. Florian, et un mot de la fin. Un mot de la fin, passez un très bel été, profitez de belles routes, et puis on se retrouve. On a un beau programme de rentrée déjà, hein, vous savez. Aujourd'hui, on va faire. On a un petit invité pour finir, un petit mot de la fin. Vous pouvez aller le chercher, Monsieur Fréo. Je vais vous passer la caméra. On va faire œuvre. C'est toi qui on lance le générique, mais ne partez pas. Venez après le générique. Cyriac, tu as 2 minutes. Il faut dire qu'à Noël, on t'avait filmé, c'était pas passé, c'était un peu injuste, tu avais promis. Mais tu vas partir en 205. C'est ça. C'est ça, il y avait Camel Trophy, maintenant il y a le 205 Trophy. C'est un peu ça, c'est un peu le même genre. Aider des enfants en Pologne, c'est ça ou pas qu'en Pologne, en fait. Vas-y, explique ce que tu cherches, voilà. On fait 10 000 km à travers l'Europe en 205, donc pendant 23 jours, on va traverser 20 pays. 10 000 bornes. Ouais. Donc ouais, c'est 450 km par jour en gros. Ouais. Et donc sur notre chemin, on va visiter 10 écoles et en fait on emporte avec nous 100 kg de fournitures et on les distribue. Combien de kilos? 100 kg. D'accord. Mais tu es tout seul ou c'est un... Non, on est 3. Vous êtes 3 toi? On est 3, oui. Et alors non mais il n'y a qu'une seule voiture? Non, il y en a 150. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Hein. Ça s'appelle comment? L'Europe Raid. L'Europe Raid. Que en 205? Que en 205. La 205, tu l'as trouvée. Ouais. C'est pas faute d'avoir échangé ensemble, on a essayé parce qu'il va... Voilà, tu l'as trouvée où? Elle t'a coûté combien? Elle m'a coûté 900 €. Ouais. Et je l'ai trouvée à côté de Blois. C'est une GTI? J'aurais bien aimé, mais non. Et tu pars quand? On part le 29 juillet. D'accord. Tu cherches encore des sponsors? Oui, on veut. Oui. Vas-y, dis-le. Alors, combien il te manque? Alors, soyons concrets. Alors, en tout, c'est un budget de peu près 5 000 €. Ouais. Et parce que c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Il y a l'inscription, il y a tout ce qui est assurance. Et du coup, là, il nous manquerait à peu près 1 500 €. Et vous allez visiter combien d'écoles? 10. 10. Ouais. 10. D'accord. Et en fait, c'est aussi culturel. Ça veut dire que chaque jour, on a un bivouac. Et il y a une espèce de petite soirée festive avec les gens du coin. Oh, la petite soirée festive en 205 Alors, surtout que tu pars. On va mettre le lien. On fait comme ça, tu as des photos. C'est le 29. Bien sûr qu'il a des photos. C'est pour moi, merci. Ouais, il a des photos. Nous, tu vois, c'est une star maintenant. tu rouleras. Un bon coin, merveilleux café, meilleur adorable. service, meilleur. Bon, il y a beaucoup de bruit ce matin, mais Ouais, on vous dédie cette saison 2017. Voilà. Alors, C'est sympa. Encore sous la pluie. tu vois, POA est ton premier sponsor. Oh. Alors, on est Trop heureux. aimable. Tu vois, vous roulerez aux couleurs de POA. Hein. On attend que tu posteras des images, que Bien Clémentine, que tout le monde, que toute l'équipe, soit avec des selfies. On attend de vous tout ça. Voilà. il n'était pas plus gros le logo. Moi, j'ai un souvenir qui était plus gros sur mon t-shirt à moi. Alors, Ah. tu as l'œil. Ah. Tu as l'œil. Ah. Tu as raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Sur les t-shirts C'est les gris. malfaçons là. qu'on Non, a donné. sur les t-shirts gris, effectivement. Refiler le stock. C'est ça vendu. Non. Il est Figurez-vous fort, mon Premier ministre. qu'en fait, on a dû changer de fournisseur. On avait jusqu'à présent des t-shirts. Le top du top des t-shirts, c'était American Apparel, qui était une très grande marque. Sauf que cette marque a connu des vicissitudes. Oui, en fait, ils ont été rachetés par des Canadiens et on n'a plus le droit d'acheter en France. Ah oui. Et voilà, et donc on a dû changer de marque de t-shirt.
Et en C'est-à-dire que moi, ceux que j'ai commandés, c'est les American Apparel, donc ils ont encore plus de valeur. Oui, parce qu'en fait, ils sont collecteurs et maintenant, ils n'ont plus le droit d'être commercialisés en France. Tous ceux qui ont acheté le bleu marine, tiens, en plus la couleur, tu vois, du président, ce bleu foncé magnifique et tout ça, avec la marque American Apparel, et POA, c'est collector. Gardez-le. Il n'y avait pas que le bleu marine. Non, mais toutes les... J'en ai 4 à 800 balles pièce, si vous voulez. À la rentrée, on va repartir sur de nouvelles marques probables et on va retrouver un gros logo. Voilà, donc dans l'entretemps et l'ajustement, il a fallu faire ça. Mais ils regarderont ça en vacances, tu sais, sur le chemin de la plage. Allez, ciao.